Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine en rafale, on vous dévoile un autre chapitre sur l'histoire de la vaccination. On jase avec Dominique Lacaire sur l'ouverture toute prochaine du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Et on ajoute une nouvelle chroniqueuse à notre équipe, Catherine Champagne de l'association LEPA, un organisme de soutien pour l'entourage d'une personne vivant avec une maladie mentale qui vient nous parler de santé mentale. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle chronique d'histoire confinée, disons. Alors, cette semaine, je vais continuer sur la veine de l'histoire un peu de la vaccination. Alors là, j'ai parlé jusqu'à maintenant des origines de la vaccination, comment on l'a perfectionné, comment on est parti de la variolisation à la vaccination. À la fin du 18e siècle, la vaccination commence à être connue comme une méthode qui fonctionne, qui est pas trop dangereuse. Ça protège de la variole seulement. Et c'est là que va se dérouler une des premières grandes expéditions humanitaires, on peut l'appeler comme ça, de tous les temps. Ça va être une idée, en fait, ça va être l'action, le projet du roi d'Espagne, Charles IV. Alors, Charles IV va lancer l'expédition royale philanthropique de vaccination, en espagnol, Real Expedición Filantrópica de la Vaccina. Alors, c'est qu'on appelle communément expédition Balmis, du nom du médecin Francisco Javier Balmis, qui va en être le maître d'œuvre et le directeur. Alors, en quoi ça consiste? Ben, c'est un projet très ambitieux visant à vacciner rien de moins que la population de l'Empire espagnol, qui à l'époque était immense, pratiquement toutes les Amériques, les pays de langue espagnole aujourd'hui, même un peu plus, et une partie de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, la Louisiane notamment, le Texas, la Californie. Alors, on décide de vacciner tous ces gens-là qui sont en grande partie d'origine amérindienne. La variole a fait des millions de morts depuis le début de la colonisation. On décide, on vaccine. Comment on va faire ça? Le problème à l'époque, c'est que pour transmettre le vaccin, on devait le transmettre d'une personne à une autre. On ne pouvait pas le conserver. Donc, on devait avoir un porteur vivant qu'on venait de vacciner. Et là, on utilisait les sécrétions de ces pustules pour vacciner une autre personne. Et de cette personne-là, on pouvait en vacciner un autre, ainsi de suite. Donc, comment on va faire ça? Parce qu'il faut traverser l'Atlantique, ça prend plusieurs mois. Alors, on prend 22 enfants de 3 à 7 ans qui viennent d'un orphelinat en Espagne. On amène une des responsables de l'orphelinat, d'ailleurs, qui va être le seul membre féminin de l'expédition, pour s'occuper d'eux. On va très bien s'occuper d'eux. Et là, on part vers l'Amérique et en cours de route, ben, on a vacciné un enfant avant de partir, on vaccine le suivant, et ainsi de suite. Donc, on a nos porteurs vivants jusqu'à temps qu'on arrive en Amérique où on va trouver du monde. Là. Alors, l'expédition se rend jusqu'aux Antilles, se divise en deux. Une partie va au Mexique et du Mexique, ensuite, on traverse le Mexique, on reprend un bateau pour les Philippines. L'autre partie fait le reste, finalement, de l'Amérique du Sud espagnole. Alors, on va vacciner des millions de personnes. Ça va se passer de 1803 à 1814, donc c'est un projet de longue haleine. Et ça va être un succès en tant que tel. On va prendre très soin des enfants qui ne seront pas oubliés, on va leur donner des pensions, tout ce qu'on veut après. Le problème, c'est qu'on avait aussi prévu de créer un réseau de cliniques qui permettrait de vacciner les gens de façon régulière et en plus d'échanger des informations, de perfectionner la méthode, etc. C'était vraiment une expédition très bien conçue. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à la fin des années 1810, même avant, au début des années 1810, les guerres d'indépendance des pays d'Amérique du Sud vont éclater. Alors, ça va être une série de guerres qui vont durer plus d'une dizaine d'années. Le réseau de cliniques, il sera jamais fonctionnel. Finalement, il n'existera pas. Et ça va aller à la fin du 19e siècle où l'Amérique latine va devoir repartir pratiquement à zéro en matière de vaccination. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'était quand même un grand projet, l'expédition Balmis, 1803-1814. Alors, ça termine ma petite chronique ce soir. Bonsoir et à la prochaine. Bon, ben Dominique, pour faire changement, on va se rencontrer face à face. Je pense que tu es la première à l'autre bulletin qui a, je dirais pas cet honneur-là, mais qui a cette possibilité-là. Le Centre d'art Jacques et Michel Auger est fermé depuis quand à cause de cette pandémie-là?
Le 13 mars 2020, ça a été un changement radical. On était en pleine exposition avec des visites scolaires quand il y a eu l'annonce qu'on devait fermer le centre culturel dans son ensemble. Et donc, l'exposition Colorier, coloré, couleurer était quand même presque terminée quand on a fermé. Tout a fermé. Il y a une réouverture possible, du moins pour le Centre d'art Jacques-et-Michel Auger, parce que les institutions muséales peuvent réouvrir. Et les mesures sanitaires sont quand même plus simples à mettre en place pour un lieu d'exposition en art visuel. Effectivement. Vous avez déjà une date de prévue? Oui, on a prévu ouvrir en même temps que toutes les autres activités de la Biennale nationale de sculpture contemporaine qui est le 29 juillet. D'accord. En fait, ça peut sembler tard un petit peu, mais il faut comprendre que il y a plusieurs lieux dans la Biennale. Il y a des lieux à Trois-Rivières, à Victoriaville, il y a le Centre d'art, et puis à Montréal, il y a le Centre d'exposition Circa. Et tout ce monde-là doit s'arrimer ensemble pour réouvrir. Moi, je fais partie du comité organisateur de la Biennale cette année en tant que co-commissaire. Et puis, jusqu'à la dernière minute, on a attendu avant d'annuler l'événement. Et il y a à peu près 2 semaines, la directrice artistique et la directrice générale, Audrey Labrie, Linda Barry, ont dit « Go, on l'a fait, la Biennale, mais on va être obligé d'ouvrir un peu plus tard. Les artistes sont en stand-by. Écoute, il y a 9 artistes, puis il y a 4 collectifs d'artistes dans la Biennale. Alors, ça, c'est du monde, là. Puis ces gens-là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur un projet. Alors, c'est quand même, on ne peut pas laisser tomber une chose pareille. Donc, à Victoriaville, on a l'immense plaisir d'accueillir le sculpteur André Fournel, qui est un sculpteur renommé, un vieux de la vieille en art actuel, quelqu'un qui a fait beaucoup d'art dans la rue, là, les célèbres X au milieu des rues à Montréal ou en néon sur les murs des bâtiments, c'est André Fournel, c'est sa signature. Alors, il va exposer dans le Centre d'art, mais on prévoit aussi faire un happening plus tard, à la fin de l'été, live avec André Fournel à l'extérieur, justement, pour peut-être souligner les changements qu'on est en train de vivre en tant que société. Alors, pour toutes les informations sur les expositions ici, on s'en va sur le site web du Centre d'art? centredartaug.com ou sur notre page Facebook. Puis, suivez aussi Carré 150 pour les spectacles. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir, Alexandre. Alors aujourd'hui, je vous parle de santé mentale et on va regarder comment faire pour prendre soin d'elle. Donc, en fait, la santé mentale, souvent, c'est un mot qui fait peur et auquel on s'associe pas trop parce qu'on la confond avec maladie mentale. Tout le monde a une santé mentale, mais tout le monde n'a pas une maladie mentale au cours de sa vie. Donc, la santé mentale, en fait, la définition, c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie, que ce soit la sphère sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. C'est vraiment la santé mentale qui nous permet, lorsqu'on en a une bonne, de réaliser notre plein potentiel et de faire face aux difficultés de la vie normale et aussi d'apporter notre contribution à la communauté. Tandis que la maladie mentale, elle se définit par des changements à l'intérieur de soi qui vont affecter la pensée, l'humeur ou encore le comportement d'une personne et qui va lui causer une grande détresse ou une grande souffrance. Donc, c'est important de prendre soin de sa santé mentale pour éviter justement de se rendre à développer une maladie mentale. Donc, la clé, c'est vraiment d'arriver à avoir un équilibre dans toutes nos sphères de vie et de prendre soin de chacune d'elles. Plus on va avoir de facteurs de protection, mieux on va arriver à faire face aux événements de la vie. Les facteurs de protection, en fait, c'est ça qui nous aide à rebondir quand il y a des épreuves qui se présentent à nous.
Prendre soin de sa santé mentale, ça peut vouloir dire, comme je disais il y a quelques instants, entretenir un réseau social, entretenir des liens avec son voisinage, avec ses amis, avec sa famille. C'est de parler de ce qui nous arrive, de laisser place à nos émotions, de les vivre, de les nommer, d'aller chercher de l'aide en cas de besoin auprès d'un professionnel ou d'un organisme communautaire, auprès de son médecin, peu importe. En fait, la difficulté qu'on vit, on veut pas rester pris avec elle. Donc, si on rumine pas ça tout seul, les difficultés qu'on vit, on va avoir plus de facilité à passer à travers l'événement difficile. Donc, c'est autant, justement, comme je disais, prendre soin de son réseau social, de prendre soin de sa santé émotionnelle, psychologique. C'est aussi prendre soin de son corps en faisant des activités physiques. Ça pourrait être des activités méditatives. Hein? L'espèce de dicton, un esprit sain dans un corps sain, ça sort pas de nulle part. Hein? Plus on va bien physiquement, il y a des chances qu'on aille bien aussi mentalement. Plus on va avoir une belle hygiène de vie et qu'on va investir du temps dans toutes nos sphères de vie, on va donner une chance à notre santé mentale. Donc, on pourrait encore en parler longtemps, mais on pourra regarder éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire encore plus concrètement pour prendre soin de sa santé mentale. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On vous laisse avec une deuxième exploration d'Annie Saint-Jean, où elle a demandé à ses modèles de jouer le jeu d'être un oiseau. À la semaine prochaine! Oh,